passe. Je suis désolé, mais ses cheveux, ça se voit qu'il met pas de shampoing. Ça se voit que c'est ébouriffé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les mecs? Il y a quelques semaines, nous avons terminé un arc qui m'a fait énormément plaisir. L'arc Punk Hazard, les gars. Alors, on n'a pas fait d'analyse pour les hommes poissons parce qu'ils aillent se faire foutre. Vraiment, cet arc... Non, l'arc des hommes poissons, on n'en parlera pas. Et on va passer à autre chose, voilà. Je vous ai préparé une tier list. Bienvenue sur Punk Hazard, l'île où Aokiji et Akainu se sont battus au péril de leur vie. Voilà, je vous ai dit, à chaque fois qu'on a des petits moments One Piece, on fait les choses bien, les gars. Je vous avoue, il fait un peu froid, pas dans le bon côté. Choisissez votre côté, soit vous prenez une doudoune, soit vous vous mettez à poil et vous allez dans le côté volcanique, quoi. Je trouve que c'était un très bon arc. Il y a énormément de messages, mais globalement, moi, je l'ai trouvé quand même très bien et très équilibré. Moi, je lui mettrais un 7,5, un 8, tu vois. Punk Hazard, vous connaissez, un côté volcanique, un côté de glace, voilà, une grosse explosion parce que bah à l'époque ça faisait des expériences, hein. Ça faisait péter des petites bombasses à droite à gauche. C'est un peu une île expérimentale où il n'y a pas vraiment de loi. Bon, par contre c'est interdit au public bien évidemment parce que bon voilà, c'est un peu entre guillemets secret d'état quoi. C'est un territoire de test. Ça peut rappeler les Américains qui dans le désert faisaient des tests pour la bombe atomique. Ça peut rappeler les Russes qui aussi avaient testé la bombe Tsar sur une île, je sais plus comment elle s'appelle, mais l'île avait été littéralement vaporisée. Enfin bref, ça rappelle vraiment les grosses puissances mondiales qui font leurs petits essais leurs tests d'armes, leurs essais nucléaires sur un endroit où il y a quasiment personne. Donc quelques mètres plus loin, on a une étendue de glace. Et en plus, vraiment le fait qu'il y ait une partie où il fasse 200 degrés et une partie où il fasse moins 200 degrés, ça met en avant le dérèglement climatique. On voit vraiment la jonction entre les deux. Mais en son centre, il y a les beaux petits laboratoires de notre ami César. Voilà, là on voit un petit schéma de cette île. Cette île est le théâtre de pas mal de problèmes, expériences, de tests d'armes chimiques, enfin, l'île est dégueulasse de base, mais dans ses tréfonds, c'est encore plus dégueulasse, les gars. Ça séquestre des gosses, voilà, ça fait tout et n'importe quoi. Avec cette image-là, tu vois vraiment la puissance d'Aokiji et la puissance d'Akainu. Hein. Pour décimer une île comme ça, ça a dû y aller très fort, les gars. Ça montre la puissance d'un amiral, quoi. En fait, Punk Hazard est divisé par plein de petites sections dans le laboratoire. Et bon, celle qui, pour moi, est l'une des plus importantes, c'est la Biscuit Room, une sorte d'aire de jeu pour les gosses. Sauf qu'au final, bon, c'est pas tant joyeux que ça, les gars. Alors, on revoit Punk Hazard à l'ancienne, donc quand ça faisait des petites expérimentations avec Vegapunk qui était là avant que César pète les plombs et qu'il active la nuque parce que le mec c'est un gigaragix. Sinon, avant ça, c'était une île plus ou moins normale, les gars, hein, avec un peu de verdure, bon, juste avant que ça pète et que, voilà, ça finisse mal, quoi. Ce truc-là, c'est bombe nucléaire, hein, c'est totalement assumé. Le gouvernement mondial qui, depuis la nuit des temps, fait des expérimentations pour essayer de décupler la force des gens, de créer des géants. Les mecs ont toujours été dans des magouilles, essayer de faire en sorte d'avoir leur propre armée, d'être autonomes, autosuffisants, tu vois, donc pour avoir leur propre force de défense. En vrai, les pacifistes, c'est un très bon exemple aussi, les gars. Hein. Ça se renforce comme il peut, avec des machines, avec des expériences qui permettent justement de contrôler des territoires, d'assouvir une domination dès qu'il y a un problème. C'est la course à l'armement, les gars. Vraiment, t'avais les 4 coins du monde qui étaient là sur BFM TV en train de guetter leur meilleure émission pour voir potentiellement ce qu'ils pourraient à l'avenir acheter, tu vois. On aurait dit une salle limite d'hôtel des ventes, tu vois. C'est le pouvoir qui fait que tu domines les autres. Dans One Piece, tout n'est que question de puissance et de pouvoir, tu vois. Ces laboratoires sont le théâtre du SAD. C'est les petits mystères un peu qu'il y a autour de Punk Hazard. Enfin voilà. Après, ça me rappelle même un peu la zone 51, tu vois. Donc, bien évidemment, il y a la petite salle de Vegapunk. Mais franchement, Punk Hazard, voilà, la structure est assez classique, mais il y a des trucs intéressants, les gars. Il y a un personnage qui n'a servi strictement à rien, quasiment. Déjà, on va commencer par Robin, les gars. Elle a vraiment eu du mal à trouver sa place, je trouve, dans cet arc-là, les mecs. Elle a rajouté un petit côté humoristique, c'est avec son côté humour noir, tu vois. De temps en temps, elle faisait des interventions avec son... Oui, tu vois. Mais globalement, les gars, Robin, elle a eu vraiment du mal à trouver sa place, tu vois. Je vous avoue que sur cet arc-là, bon, en fait, c'est très simple. S'il n'y a pas d'archéologie, bah, Robin va pas forcément pouvoir s'exprimer. En vrai, c'est un personnage qui, pour moi, sur n'importe quel arc, peut avoir sa place, tu vois. Mais là, elle a pas pu apporter quelque chose de particulier, tu vois. Non, en vrai, j'ai été méchant. J'avoue qu'à la fin de l'arc, c'était pas mal du tout. Il y avait quelque chose d'intéressant, elle a trouvé sa place. Et je pense que Momonosuke l'a trouvé aussi. Il y en a qui cherchent le One Piece, et il y en a qui cherchent d'autres trésors. Non, juste pour ça, eh ben... Non, c'est légende, les gars. De gros arguments qui permettent d'être tout à fait objectifs sur le personnage, quoi. Objectivement parlant, je l'aurais mise en B-, C+, tu vois, Robin. Hein. Alors, le petit Momonosuke, on l'a mis en forme draconique, hein, avec son petit fruit, là. Déjà, première chose, oui, je vais insulter un gamin de 8 ans. Ce personnage, écoutez-moi bien, il n'a fait que se plaindre. Ils sont chiants, les
samouraïs, ils sont là. Non mais faut être droit, Momonosuke. Si on a faim, on les mange pas. Ils étaient insupportables. Mais frérot, le gars il était affamé, il a pas mangé pendant un mois, mec. En vrai de vrai, objectivement, le personnage est intéressant, tu vois, parce que bah, je trouve que bah déjà ça met en avant un peu le délire des samouraïs, un peu leur ligne de conduite. Le gars s'est carrément retrouvé dans une déchetterie, tu vois. Pour revenir à son fruit, à un moment il a eu une fulgurance, bah au moment où il doit s'échapper avec Luffy, donc il commence à s'envoler. Mais il a cette vision avec Doflop qui le terrorise, et du coup ça fait que bah il est pas efficace à ce moment-là, tu vois. Mais son fruit il est un peu chelou les mecs, hein. Surtout que ça fait pas longtemps qu'il l'avait, tu vois, parce que si il venait de le graille et tout, bon, c'était un peu compliqué. On va dire que sur la maîtrise de son fruit c'est un peu complicado quoi. Donc alors il y a tout le délire où justement quand il arrive dans la salle de Vegapunk, qu'est-ce que le fruit fait ici tout seul, tu vois. Je vais mettre vraiment l'accent sur son fruit, parce que je pense que son fruit il a une importance capitale les gars. Je pense qu'on est sur un fruit un peu cheaté. Je pense qu'il y a un délire avec Vegapunk les gars, qui essaie de recréer des dragons. C'est ma théorie, tu vois. Et on pourrait corréler ça avec les smileys qui sont créés par César justement pour fournir bah, l'armée de Kaido, pour faire des Zoan, pour faire tout ça, tu vois. Donc voilà quoi. Il y a des images un peu rémanentes de Doflop qui spawn bah, quand ça utilise le fruit, et ça vient le déstabiliser un peu, tu vois. C'est Doflop qui a chargé César de faire ses fruits, tu vois. Est-ce que la masterclass, ce serait pas justement d'incorporer dans ses fruits un truc pour manipuler les détenteurs de ces fruits-là, tu vois. Parce que vu que c'est des fruits artificiels, tu peux incorporer tout et n'importe quoi. Est-ce que au final, le fait de fournir des Zoan à Kaido et tout, c'est pas pour manipuler les mecs qui sont avec Kaido, tu vois. Parce que ça se trouve, tous les détenteurs de Smiley, les gars, ils ont des images rémanentes de Doflamingo quand ça se passe pas comme prévu, tu vois. Alors, et bien évidemment, à la fin, on vient le sauver, et lui, il se fout de notre gueule, tout le monde rêve de ça, et le mec, il vient goûter au poulet, et téter son lait. Moi, au début, je pensais qu'il était innocent, tu vois, qu'il faisait son petit enfant, mais il savait très bien ce qu'il faisait, les gars. Et juste pour ça, les gars, il mérite d'aller au goulag. Gros pervers de cette génération, qui passe aux journaux et tout, hein. Ok, on va faire le petit smiley, tiens. Une arme qui a été créée par notre bon vieux César. C'est littéralement un slime, hein. De toute façon, la première fois que je l'ai vu, j'ai directement pensé à Magellan, les mecs. Ça lâche des neurotoxines à tire-larigot, enfin voilà. Les mecs se font toucher par ça, ils se transforment en guimauve, enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Non mais alors, il y a deux phases. Il y a cette phase-là, et il y a la phase où Smiley absorbe le bonbon, et ça devient morte-terre. Globalement, ouais, c'est une arme de destruction massive, entre guillemets, quoi. Enfin, le truc peut avoir différentes formes. Je vais mettre l'accent sur une scène, what the fuck, mec. Pendant l'absorption du giga bonbon, voilà, il commence à se transformer, et pendant qu'il se transforme, il y a un petit chariot qui contient des pommes, et il y a une pomme qui va se transformer en fruit du démon, les gars. Mais on est d'accord, les gars, que c'est le décès de Smiley en morte-terre qui fait que t'as une réaction qui se produit et qui est absorbée par la pomme, et en fait, bah, pour moi, le Smiley est dans une pomme, en fait. C'est ça le processus de création. On n'a pas vu le processus, les gars, technique pour transformer un fruit, en fait. Et ça se trouve, il y a un bout qui va récupérer ce fruit-là, tu vois. Logiquement, ce serait plus Smiley qui décède, qui se réincarne dans le fruit, et après voilà quoi. Mais faudra voir, ça se trouve plus tard on verra un bout qui se baladera avec le fruit de Smiley, tu vois. Ensuite on passe en morte-terre. Morte-terre, arme de destruction massive, qui pour le coup fait écho à Pompéi, les gars. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Pompéi, c'est une ville en Italie qui a été victime d'une catastrophe naturelle à cause d'un volcan. Tout le monde a été figé. La fumée a happé la ville, a happé les habitants, et tout le monde s'est transformé entre guillemets en statue. Et Oda, je pense qu'il a littéralement repris ce truc là. Tout le monde est en statuette. En vrai, il y a beaucoup d'inspiration dans cet arc, hein. Voilà, donc après, bah, morte-terre qui se déploie au fur et à mesure. Mais au final, les mecs, c'est quand même un vaste flop, hein. Parce que ce mec n'arrive jamais à terminer ses expériences correctement. Il y a toujours une petite faille. Les mecs, ce sont juste des statuettes, hein, mais ils ne sont pas morts, en fait. Genre, vraiment, tu les grattes un peu, c'est bon, ils peuvent revenir. En vrai, Smiley, moi, je vais lui mettre un petit B, quoi. Mais c'est un B, B-, quoi, tu vois. On va faire Barbovone. Je m'attendais pas à avoir un perso aussi cool. Enfin, franchement, moi, je l'ai kiffé, hein. Ça a été un très, très bon perso, mec, hein. Déjà, de base, bon, voilà, quand on nous l'a introduit, c'était fin Marineford, justement quand on voyait les conséquences de la mort de Barbe Blanche sur les différents territoires, et que le gars s'était installé quelque part et qui s'était fait fumer, tu vois. Donc de base, c'est une bonne crapule, c'est un bon pirate, bien vénère, mais au fur et à mesure, franchement, il m'a fait de la peine ce perso, mec, hein. La victime de l'engrenage de tout le processus de ses armes. Le gars qui a été, vraiment, on voit tout le truc, hein. Comment il a survécu, comment il arrive sur l'île, comment il se fait, entre guillemets, sauver, comment, malgré lui, il devient le sujet d'une putain d'expérience, comment il se fait manipuler. Ce mec ne s'est pris que des murs dans la gueule, les gars. Des trahisons. Vraiment, il est tombé de haut, frère. Et au fur et à mesure, je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans la coalition, entre guillemets, entre le G5, les Mugi. En vrai de vrai, au bout d'un moment, c'était plus un Uber qu'autre chose. Au début, c'est vraiment sa POV positive de César. En mode, c'est le sauveur. Et au fur et à mesure, bah, il se prend que des désillusions, les gars. J'ai bien aimé ses expressions faciales. Je vous avoue que j'ai été touché aussi par la scène où il appelle son maître, crée son nom, il comprend pas ce qui se passe, tu vois. Et à ce moment-là, il réagit
il réalise un peu qu'il a été manipulé. Je vous avoue qu'il m'a fait un peu de la peine. Et ça a touché certains Mugiwara aussi, tu vois. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je pensais qu'il allait mourir. Au final, bon, bah, ça n'a pas vraiment un réel impact. Juste, il est blessé. Après, il va se relever juste derrière. Et deuxième débâcle, bah, il arrive devant César. Il se fait poutrer. Il revient devant César. Il se fait poutrer par ses potes, les gars. Il a pris cher, hein. Ça a vraiment été la victime de A à Z. Mais honnêtement, très très bon personnage, les mecs. Hein. Vous savez quoi? Je vais le mettre en A. Je vais le mettre en A-. Là, on va faire Usopp. Usopp, il a quand même fait des petits trucs. Mais globalement, il y a certains Mugi quand même qui s'éteignent un peu. On introduit de nouveaux personnages. Donc, c'est normal que si on fait des grosses parenthèses sur tel perso, c'est normal qu'il y ait certains personnages qui soient délaissés. Il y a toujours ce tempérament poussard. Pour moi, ce mec, bah, c'est vraiment l'humain en fait. C'est si nous on était dans One Piece, comment on réagirait? C'est normal. T'as un mec qui se ramène dans un équipage de fous furieux, t'arrives sur une île où il fait 200 degrés et juste derrière il fait moins 200 degrés, tu te poses des questions, tu vois. Donc toujours son petit sens affûté. Voilà, il utilise bah, ses petites plantes et tout à droite à gauche. C'est lui qui permet au Mugi de passer de l'autre côté parce que voilà, il invoque ses petites plantes, il fait un petit bateau. C'est lui qui repère aussi Monet, parce qu'encore une fois c'est quand même le sniper de l'équipage. Il fait des petits trucs et tout à droite à gauche. On est loin du Usopp Water 7, tu vois ce que je veux dire? Des fois j'aimerais bien que ça soit les autres qui prennent la caméra, tu vois. Que ce soit eux qui soient au devant de la scène. Voilà, alors pour revenir à ce qu'il a fait, donc c'est plus de l'accessoire. Quand les enfants ils étaient littéralement camés, bah voilà, il les endort avec sa petite plante et voilà quoi. Alors ensuite, il y a la confrontation entre Usopp et César, bah bien évidemment, encore une fois. Moi, Usopp, je lui demande pas d'être un guerrier, je lui demande pas d'être bon au combat, c'est pas ce que le personnage peut apporter, tu vois. Donc bon, là-dessus, il faut être un minimum réaliste. Et après, il y a toute la partie où il se balade un peu tout seul dans les laboratoires de César, qu'il arrive, entre guillemets, avec ses talents d'orateur, à ramener bah, les sbires de César à sa cause. Sur cette partie-là, là, c'était intéressant. Là, on trouvait du Usopp qui mentait et tout, à tirer l'arigot. À la fin, quand Baby Five et l'aviateur de Wish ont commencé à se barrer, on a vu que Nami et Usopp, on pouvait leur faire confiance, justement, et bon, c'est eux qui ont abattu les cibles et qui les ont neutralisés, tu vois. En vrai, ça, c'était stylé, les gars. Hein. Avec son putain de lance-pierre, il envoie littéralement une Flora Piranha, donc bon, c'était pas du grand Usopp, les gars, hein, vraiment, c'est du B, quoi. Alors, Brook, globalement, ça va, il s'en est plutôt bien sorti. Déjà, sur l'introduction, surtout un gros personnage humoristique, quoi. Il y a toujours le running gag avec ouais, mais je suis déjà mort, nan. Au début, il a vraiment de la luck parce que tout le monde se fait capturer et vu qu'il pense que bah, lui, bah, il est mort, c'est littéralement un cadavre qui rompiché sur le Sunny. Ils l'ont mis un peu de côté et après, voilà, il a pu s'introduire, il a pu faire des trucs. Bon, il a pu mettre quelques coups d'épée, mais globalement, Brook, les gars, ça vole pas plus haut, quoi. Sur Punk Hazard, je pense que les scènes les plus drôles, c'était avec lui, mec. Hein. Je sais pas comment il fait Oda pour renouveler tout le temps les blagues. C'est tout le temps les mêmes blagues, ça va toujours fonctionner, quoi. Il va toujours avoir des rencontres un peu aléatoires, voilà. Le mec, il est là, il va se battre contre le corps de Kinemon, il va se poser des questions, enfin, il va faire des boutades et tout, enfin, c'est n'importe quoi. Il était plus là pour amuser la galerie, quoi. Pour moi, c'est un B, c'est pareil, on est au même niveau qu'Usopp, hein. On va faire Tashigi. Alors, je pense qu'il y en a plein qui vont dire ouais, Tashigi, Tashifro, nan. Moi, les gars, j'ai adoré Tashigi. Voilà, je vous le dis. C'est à l'image de ce qu'elle nous a proposé depuis Alabasta. C'est comme Smoker. C'est des gens qui ont beaucoup d'ambition. C'est des gens qui ont de très très bonnes valeurs et qui représentent très bien l'image de la justice avec la marine. Mais le problème, c'est qu'ils sont nuls en fait. Enfin, Smoker est pas nul, mais Tashigi, le problème, c'est que comment tu veux changer les choses si tu n'es pas fort? C'est les forts qui dominent ce monde, hein. Et les fraudes, malheureusement, ne dominent rien du tout, tu vois. Mais en vrai, Tashigi, les mecs, moi, j'ai grave kiffé la dimension du personnage parce que en fait il y a eu au fur et à mesure une évolution sur le sens de la justice et du devoir, tu vois. En fait au début elle était vraiment grave en accord avec c'est le côté il y a les pirates, il y a les marines, jamais de la vie je pourrais sympathiser avec un pirate, tu vois. Il y a vraiment ce côté très binaire, les méchants, les gentils, c'est des méchants, on n'est pas potes avec eux et au fur et à mesure c'est ravisé, tu vois. On a une évolution qui est faite du côté de Tashigi d'un point de vue mental, tu vois. À chaque fois qu'il y a Tashigi et Smoker, les gars, c'est censé être une mission de rang B mais ça se termine en mission de rang S. Qu'est-ce que j'ai rigolé à ce moment-là, frère? Tashigi versus Law, ça allait très très vite. Il s'est même amusé à swipe les personnages, à leur changer des corps. Enfin, donc d'un point de vue niveau, d'un point de vue puissance, c'est sûr que Tashigi, c'est pas hyper intéressant. Mais par contre, d'un point de vue mental et ambition, là le personnage est intéressant. Parce que le personnage a de bonnes valeurs en fait. C'est une bonne marine quoi. Genre toute la relation qu'elle a avec les gamins, surtout à la fin de l'arc, sur bah, comment les réhabiliter, tu vois, tout ça. J'ai bien aimé aussi toute la partie où elle voit ses collègues mourir. Il y a le petit côté familial, tu vois, c'est vraiment attaché à eux. Elle tombe de haut quand elle se rend compte que leur patron Vergo, au final, n'est qu'un maudit pirate et qu'il les a trahis depuis le début, alors que voilà, il y avait un petit système sombre juste derrière. Elle se retrouve dans le corps de Smoker et j'ai envie de dire un truc et oui, bien évidemment, je vais lui tirer une balle perdue. Tashigi n'a jamais été aussi forte quand Smoker était dans son corps et inversement pour Smoker. Donc voilà, j'ai bien aimé la dévotion de la marine vis-à-vis de Tashigi. Alors ensuite, il y a le combat face à Monet où Zoro il est en train de bouffer ses meilleurs
tacos. Je disais, ah, combat de meuf. Zoro misogyne, hein, vraiment, je le dis haut et fort. Heureusement que Zoro était là, mais elle s'est fait déchiqueter. Elle a pas gagné un combat, les gars. Je me demande ce qu'elle a foutu en 2 ans. Ça met en avant tout le truc qui a été mis en avant avec Quina sur le fait que une épéiste femme ne pourrait être jamais aussi forte qu'un épéiste homme, tu vois, par rapport à la force physique, tu vois. Pour moi, Tashigi, je la vois un peu comme le prolongement de la parole de Quina. Donc, il se sent redevable vis-à-vis d'elle et au final, il la protège quand même. Voilà, donc elle a galéré. Donc là, elle en a profité que Monet elle soit un peu dans la mélasse, elle l'a attaqué dans le dos, tu vois. Au fur et à mesure, donc voilà, elle se rend compte du vrai bordel. C'est ça qui était bien aussi avec Tashigi, c'est qu'elle se rendait vraiment compte du bordel que c'était Punk Hazard. Elle se rendait compte aussi de son inefficacité et que c'est bien beau d'être de la marine, mais si au final tu n'es pas fort, tu ne peux pas changer les choses. Donc elle a accepté de s'allier avec des pirates qui eux pouvaient vraiment les aider et au final il y avait une alliance pour essayer de résoudre un problème commun et à la fin elle s'est sentie redevable et elle a laissé des possibilités aux enfants pour pouvoir les réintégrer, tu vois, et les rendre à leur famille et puis voilà, à droite à gauche. Mais vraiment ce moment là il était sympa, tu vois, parce que elle a pris la bonne décision. Même le moment où t'as tous les mecs du G5 qui font genre devant les enfants que les pirates c'est des grosses merdes alors que les enfants ont vu, tu vois, les enfants ont vu que c'était des crèmes atomiques, que grâce à eux ils sont encore en vie pour cette bataille d'ego, les mecs. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont tellement d'honneur, c'est quand même des gars de la marine, tu vois. Collaborer avec un pirate c'est n'importe quoi, tu vois, et ils se mentent à eux-mêmes vis-à-vis des pirates alors qu'au fond d'eux ils les adorent, tu vois. Donc moi je la mets en A, frère. C'est le personnage est pas puissant du tout, mais par contre il a de bonnes valeurs. C'est comme Smoker en fait. Bah tiens, on va faire Monet. Franchement Monet, moi je l'ai bien kiffé ce perso. Personnage un peu perspicace, dans l'ombre, qui a quelques ragots, quelques informations. Ça bosse avec Doflop de loin. Et alors le truc que j'ai vraiment surkiffé avec Monet, c'est la fin, où j'ai eu un peu de peine pour elle, la dévotion qu'elle a, la relation qu'elle a avec Doflamingo pour qu'il puisse poursuivre son rêve de devenir le roi des pirates. J'en ai vu des personnages qui étaient fidèles, mais elle était prête à mourir pour son roi, tu vois. C'est pareil, hein. Déjà son fruit, c'est le fruit du flocon. Ouais, il y a eu une petite altercation avec Luffy, voilà, bon, elle le fout dans un petit cocon. Donc en vrai, son fruit est sympa. Même quand elle arrive au corps à corps et qu'elle lui fait un petit câlin, j'aurais tout donné pour être à la place de Luffy à ce moment-là. Et bizarrement, Luffy disait qu'il faisait froid, mais moi, je sais pas. J'aurais plutôt dit l'inverse, quoi. Mais personnage très intelligent, en vrai. C'est un personnage qui réfléchit beaucoup et qui va pas hésiter à mettre de sa personne pour conclure des accords. Donc par exemple, elle a donné son cœur, tu vois, en contrepartie vis-à-vis de comment ça s'appelle, avec l'eau là. Elle a donné son cœur, enfin, pour que le contrat il puisse perdurer. Enfin bref, tu vois, c'est quelqu'un qui va pas poser 36 000 questions, elle va faire les trucs parce qu'il faut le faire, tu vois. Et là, pour moi, vraiment le prime du perso, c'est toute la fin où t'as cette conversation à l'escargophone avec Doflamingo et elle lui dit ses 4 vérités. Doflop, de son point de vue, tu sens qu'il est touché de perdre ses fidèles, quoi. Tu sens qu'il y a une relation qui s'est créée au fil des âges, au fil des années avec ces personnages-là. Le sens du devoir, le sens du sacrifice. Elle obéit à l'ordre, elle se pose même pas de questions. Elle fait le vide dans sa tête et elle prend un élan de respiration avant de se donner la mort. Donc vraiment, cette scène était magique, hein. La mise en scène à partir de ce moment-là, elle était à son prime, frère. Un côté un peu angélique, quoi. Bah, elle accède limite au paradis. Et en vrai de vrai, la chute, elle m'a fait grave mal au cœur parce que il y a eu tout ce moment où à la fin de l'épisode, en fait, tu crois qu'elle a appuyé, alors que pas du tout. Tu vois que le truc explose. C'est pour ça que le montage était super bien fait parce que tu penses qu'elle a vraiment réussi son truc, alors qu'au final, bah, c'est César qui l'a poignardé dans le lot. Et c'est là que tu vois tout le génie stratégique de l'eau, en fait. Voilà, le mec il échange des cœurs et tout à droite à gauche. C'est un chirurgien hors norme. César qui était convaincu que c'était le cœur d'un de ses adversaires, alors que pas du tout, quoi. Je vais la mettre en A-, je pense, Monet. On va faire un petit vergo. Le gars il est là, on dirait un mec de Men in Black, tu vois. On fait le boulot, net et sur bavure. Il a grimpé les rangs de la marine, alors qu'en même temps il est en collaboration avec le Flamingo. C'est un mec qui vient, il fait son taf. S'il faut éliminer quelqu'un, il le fait. Je trouve que ce personnage-là, il avait un bon charisme, tu vois. Son arrivée avec l'eau, il lui met directement la pression avec le cœur. Enfin, le mec, il avait une sorte d'aura, tu vois. Ça fait du sale et on passe à autre chose. C'est vraiment l'homme de l'ombre pour moi de Flamingo. Le fait que pendant des années, il était au commandement de la marine, bah voilà, bah ça a fait que bah il avait la confiance de ses sbires entre guillemets. Quand Tashigi, elle savait quand tous les autres savaient la vérité, voilà, bah tu tombes de haut en fait. Dans son taf, très bon personnage, très efficace. Le massacre du G5, voilà, qui se font pulvériser et tout à droite à gauche. Et après il y a tout ce délire, justement, la scène avec l'eau. De toute façon, pendant tout l'arc, il lui met la pression avec le cœur. C'est en contrepartie, il a dû donner son cœur, l'eau, et du coup bah ça a fait que ça le rendait vulnérable, les mecs. Ce mec a aussi une facilité démentielle avec le fluide. Le fluide, c'est sa maman, tu vois. La raclée qu'il met à Smoker, elle est monumentale. Cette forme-là de Vergo, moi je vais l'appeler Black Vergo, les mecs. En vrai, elle était terrifiante, hein. Même si elle a été de courte durée, vraiment un homme efficace, les mecs, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la maîtrise de son fluide, frère, mais Smoker, il s'est fait balayer, mec, hein. Sauf qu'au final...
Encore une fois, la masterclass de l'eau, les mecs. Ce mec est rempli de surprises. Il est vraiment juste trop fort, en fait. Et vous savez ce qui est incroyable avec ce personnage? C'est que il aura été fidèle jusqu'à la fin avec Doflamingo. Mais comme Monet, les mecs, hein. En vrai, Vergo, pour moi, pareil, c'est un A. Alors Franky, en vrai de vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il permet de libérer les Mugi quand ils sont enfermés dans la première prison. Mais on va dire que la scène prime de Franky sur Punk Hazard, c'est la fin. La défense du Sunny, là il était vraiment à son prime et il a accompli son devoir. Mais sinon, de la globalité de l'arc, il y a toute la partie humoristique où ça échange de corps avec Chopper. Donc là c'était drôle et sympathique, tu vois. Et il y a toute la partie où t'as le running gag avec les enfants qui le considèrent comme une grosse peluche, comme un gros jouet. Genre Franky, ça va. Après j'ai bien aimé aussi la partie où il utilisait les Rumble Balls de Chopper et qu'il n'arrivait pas à le contrôler et qu'il a littéralement bousillé le corps de Chopper, ça c'était n'importe quoi aussi. Ouais, bon j'ai mis cette image les gars, il est trop malveillant frère, mais ouais, j'ai trouvé que Dark Chopper c'était n'importe quoi. Hein. Donc là on arrive du coup à la fin, plus le prime. En vrai il y a quand même quelques parties qu'on a skip parce que globalement Franky n'a pas fait grand chose, enfin il était plus présent dans l'effet de groupe mais sans plus tu vois. Mais la fin, la défense du Sunny, il s'est grave bien défendu les mecs hein. C'est même pas en mode il est en difficulté, non, c'était easy les mecs hein. Alors que c'est des sbires de Doflamingo quand même hein. Il était en AV2, il a quasiment pris aucun dégât. C'est vraiment là on avait le pacifista ultime frère hein. Vraiment une artillerie lourde mais bien dodue, bien vénère. Pour moi c'est un B tu vois, sans plus quoi. On va dire moyen les mecs hein. Kinemon qui rentre. Il utilise des mots frère du Moyen-Âge. Vraiment des mots de samouraï en fait hein. Ils viennent d'une autre époque hein. On commence littéralement par le fiac de Kinemon dans le crâne d'un dragon. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet arc? Et au final on va se lancer dans une quête où on va faire littéralement des caplas avec lui. Faut retrouver des bouts de son corps. Donc il y a toute la partie avec sa tête où on commence à découvrir un peu ce qui lui est arrivé hein. Sa quête personnelle vis-à-vis de son fils qui est enlevé et qui recherche éperdument tu vois. En vrai le perso est très intéressant et le truc qui m'a fait grave kiffer c'est la relation Sanji-Kinemon les gars. Parce que ce mec, bon encore une fois, vu que c'est un samouraï du pays des Wa, là-bas j'ai capté frère, ils sont tous linéaires, binaires comme il faut. Oh les pirates vous êtes tous des fripons hein. Il était trop en mode, non les pirates c'est tous des merdes. Mais au fur et à mesure, et c'est pour ça que la relation Sanji-Kinemon est vraiment très très cool dans cet arc là. C'est ouvert, il y a une sorte de petite rédemption. Déjà il s'est excusé tu vois. Et les excuses, il y a tout un sens de l'honneur pour des samouraïs tu vois. Et je pense que s'excuser c'est très compliqué tu vois. Quand t'as un samouraï c'est droit. Et voilà donc pour lui collaborer avec des pirates ça a été n'importe quoi je pense hein. Et voilà cette scène où il s'excuse. Seconde partie, donc on va l'appeler un peu le maître des flammes. Toute la partie où justement il arrive à fendre les flammes, à faire une épée de feu. Et voilà, et à vaincre les petits smileys et tout à droite à gauche. Moi je vous le dis les gars, mais la technique de flamme c'est pour Zoro hein. Parce qu'on voit directement le regard de Zoro. Zoro il est en mode putain mais ta technique elle est dingue frère hein. Il y a un moment il va lui enseigner mec, je veux voir Zoro envoyer des flammes. Au final, bon il se jette dans la gueule du lion quand il tue le petit dragon vert de Vegapunk les gars. Il fonce directement dans Morte Terre et il se fait figer. Moi j'ai cru qu'on l'avait vraiment perdu tu vois à ce moment là. Bon au final rien du tout hein. En vrai Kinemon pour moi c'est un bon A solide hein les gars. Alors la petite Nami. Alors déjà première chose, il fait froid hein, normalement. On va dire qu'il faisait chaud au début à Punk Hazard, mais après il faisait froid hein. Moi j'ai adoré cette partie de Nami avec la relation qu'elle a eue avec les enfants. C'était un peu la maman tu vois, un peu à l'image de belle-mère. On prend des enfants sous son aile, on les protège, on essaie de les faire sortir de leur situation merdique tu vois. Donc en vrai de vrai pour moi elle a honoré la mémoire de belle-mère et elle a protégé comme il se doit les enfants. J'ai adoré la scène où on voit les gamins qui hurlent à la mort et Nami qui en fait au début les ignore et au fur et à mesure bah tu te rends compte que bah c'est trop dur, c'est trop difficile, tu peux pas les laisser passer quoi. Globalement Nami c'est un peu elle qui a pris l'initiative protection des enfants, voilà littéralement c'est un peu une association. Donc vraiment sur l'aspect plus mental et relationnel c'était vraiment une daronne tu vois globalement sur l'arc. Et après sur l'aspect combat il y avait pas énormément de choses. Elle a fait quelques petites tempêtes quoi tu vois. Et surtout à la fin bon bah où elle neutralise Baby Five et l'aviateur quoi. Donc et il y a eu aussi toute la relation avec Tashigi à la fin parce que c'était elle qui devait absolument valider le truc. Ça va en vrai sur les Mugi, Nami c'était loin d'être la pire hein. Vraiment pour moi ça va être un A+. On va faire Chopper. En vrai Chopper on va dire sur toute la première partie de l'arc c'est Chopper de base. Mais à partir du moment où on rencontre les enfants et on est dans le labo de glace, là, le labo désaffecté de glace, et qui commence à chercher un traitement et à comprendre ce qui se passe et qui comprend que les enfants ils sont drogués, là on a du vrai Chopper les gars. À partir de ce moment là on a du vrai Chopper parce que dès que ça touche à la médecine, dès que ça touche à la santé des gens, c'est Chopper Prime frère. Vraiment un arc qui a été très intéressant pour lui comme à Trailer Bark. Genre dès qu'il y a notion d'éthique sur son métier, sur le domaine médical, il est impliqué à 1000%. Il comprend tout le maléfice qui a été mis en place par
César vis-à-vis des enfants, qu'au final, bah, il y a un moment, le petit blond, là, il arrête pas de le harceler de questions. Il me dit, raconte-moi ta morning routine. Le gars, il dit, ouais, normalement, à cette heure-là, César, il me donne un bonbon. Et là, tu comprends la dinguerie de l'arc. Et le chaos, tu vois dans son regard que, putain, mais ça va être compliqué, qu'il va falloir les sevrer. Même les conséquences sur leur corps, il le dit, hein, voilà, il y en a, il leur reste que quelques années à vivre. Les modifications du corps ont fait que, bah les mecs vont potentiellement mourir. Heureusement qu'à la fin, il y a l'eau qui, littéralement, bah, le gars a un niveau de médecine radical, tu vois, donc ça règle un peu tous les problèmes. Mais globalement, le Chopper, sur cet arc, il a été extrêmement solide. Vraiment énormément d'implications. La recherche d'un remède pour soigner les gosses. Bon, alors après, il y a toute la scène où physiquement, il a pas pu être impliqué parce que, bah, Franky a fait tellement de la merde avec son corps qu'à la fin, c'est devenu un sac pack, frère. La scène où l'eau, il prend le Chopper en doggy bag et il se balade et tout à droite à gauche. Après, il y a toute la partie où il est en train d'injecter le sérum à Mocha. Vraiment, il y a une grosse relation de protection qui se met en place autour de Mocha. Mais c'est vrai je trouve qu'il a trouvé les bons mots pour expliquer à Mocha ce qui se passait parce qu'il faut savoir que c'est des enfants, les gars. C'est compliqué d'expliquer de manière rationnelle à des gosses ce qui se passe, pourquoi ils se font manipuler, pourquoi il faut pas manger les bonbons, tu vois, genre. Pour revenir aussi à la scène où il essaie de faire gagner du temps à Mocha qui est en train de se barrer avec la dose de crack. Le mec a quand même encaissé les coups. Et la scène prime pour moi de Chopper, c'est le craquage de Mocha pour éviter que ses potes continuent à se droguer. Mais cette scène-là, elle était exceptionnelle, vraiment. Celle-là, je pense que c'est l'une de mes scènes préférées de Punk Hazard. C'est pour moi, c'est l'un des meilleurs Moogies sur Punk Hazard, vraiment. Donc pour moi, je le mets en A. Alors les gosses, on arrive à Punk Hazard, on voit que c'est littéralement le centre aéré. Il y a plein de petits gosses, des grands gosses, ça n'a aucun sens, ils ont des grosses têtes, des gros corps, alors que les bougs, ils ont littéralement 5 ans, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Vraiment, moi, je les ai vus, je me suis dit, putain, ça sent le sapin. C'est pas ouf. Donc voilà, il y a la petite Mocha. D'ailleurs, c'est elle qui est à l'initiative de tout, hein. Heureusement qu'elle était là. Si Mocha n'avait pas gueulé, il serait toujours à Punk Hazard en train de bouffer des bonbons, et actuellement, il ressemblera à des kraken, tu vois. Donc, c'est elle qui a pris l'ascendance. Le petit blond, lui, je l'aurais mis dans le goulag. Je n'ai jamais vu un mec camé autant, frère. Que de la violence, il voulait sa dose. Après, lui, ça doit être l'un des premiers, enfin, vu de la taille qu'ils ont, ça doit être l'un des premiers qui était, voilà, sous bonbon, quoi. Et voilà, t'as tout ça. Franchement, cette image, elle est incroyable, les gars. Franchement, Oda, il est fort, hein. C'est des petites subtilités, c'est des plans qui durent 1,5 secondes, 2 secondes max. Mais je trouve que la mise en scène, elle est trop belle, genre. Voilà, tu vois à travers le sérum, tout le côté néfaste que ça fait sur les enfants, tu vois, avec le côté un peu ouais, démoniaque. C'est clean de fou, hein. Cette scène, elle est dure, où tu les vois se déchirer en sevrage extrême parce qu'ils ont pas leur dose. C'est horrible. Et quand t'es un gamin, au final, ça veut être content et ça ne veut pas être malheureux. Donc, si t'as mal, tu vas pas forcément te poser de questions sur la solution qui pourra permettre de guérir ton mal, tu vois. Sur l'instant T, tu veux juste ne plus avoir mal. C'est normal que la plupart des gosses, les gars, qui sont dépendants à de la drogue, ils voient César comme un demi-dieu parce que c'est la solution à leur douleur, en fait. Et tout ça part d'une petite pastille à la menthe, les gars. Voilà. Et après, on a cette scène, pour moi, la scène de Mocha Prime, une des meilleures scènes de Punk Hazard, les gars. Elle se sacrifie littéralement pour sauver ses amis, mais il n'y a aucune répercussion réelle sur le personnage à ce moment-là, genre. Ça aurait été bien que, ouais, qu'elle puisse ne pas s'en sortir, en fait. Que la mémoire de Mocha, reste à travers tous les enfants qui ont failli y passer, ils gravent dans leur tête vraiment l'image de leur meilleur ami qui s'est sacrifié pour tous les sauver, en fait, tu vois. Après, je dis pas, c'est vrai que la fin de l'arc n'aurait pas du tout été la même chose, tu vois. Voilà, quoi. Ah, c'était horrible, hein. Et ce personnage, pareil, il méritait un A, hein, vraiment. J'ai vraiment mis les enfants tous ensemble, mais c'était atroce, hein. Mais bon, en vrai, les enfants, vraiment, ils ont vraiment apporté un impact tragique à l'arc et ils ont été efficaces, en fait, hein. Franchement, pour moi, c'est un A, les mecs, hein. En fait, ils sont vraiment venus assombrir l'arc. Là, les gars, on commence à voir quasiment que du poulet. Mon petit Sanji, toujours au contact de la jante féminine, toujours fidèle à lui-même. En vrai, là, pour moi, on a retrouvé un bon Sanji. Le truc avec Sanji, c'est que il est trop impliqué que quand il y a des femmes. Et ça me casse les couilles. Il est plus impliqué quand c'est des femmes qui sont en danger que quand il y avait les gosses qui étaient là. Allez, aidez-moi, aidez-moi. Lui, il était là en mode, ouais, vas-y, je vais faire mon truc. Ah non, je m'en fous. Non. Nami, elle se retourne, il retourne sa veste. Il va, ah oui, non, mais c'est bon, Nami chérie, on va tous les sauver, tu vois. C'est drôle, hein. Mais vas-y, frère. Il y a un moment, les femmes, faut évoluer, quoi. Après, donc t'as toute l'implication avec, si Nami a dit qu'il faut l'aider, quoi. Donc, alors, moi, je vais mettre l'accent quand même, encore une fois, sur la relation Kinemon-Sanji. Kinemon-Sanji, c'était vraiment cool parce qu'au final, il a tiré Kinemon vers le haut. Il lui a laissé une chance, vu que il a senti que Kinemon, c'était un homme d'honneur. Et même lui, il a pas voulu se racheter, mais il a voulu lui prouver que les pirates n'étaient pas tous que des fripons. Donc, je trouve que vraiment, cette relation, elle était vraiment très intéressante. Après, bon, voilà, il y a eu quelques rechutes. En même temps, Oda ne lui fait vraiment pas de cadeau, hein. Il le met littéralement dans le corps de Nami. Là, à ce moment-là, je me
me suis dit, mais putain, mais quel carnage, il va nous faire des dingueries, quoi. Il a jamais été autant à son prime, il a jamais été autant heureux que depuis qu'il s'est retrouvé dans le corps de Nami, il a pu tester la marchandise. C'est vraiment ça l'analyse de l'arc là? En tout cas, Nami n'a jamais été aussi forte que depuis que Sanji était dans son corps. Bizarre la phrase, mais voilà, il a été très impliqué. Et je pense que c'est peut-être le fait qu'il soit dans le corps de Nami qui a fait que ça a peut-être changé ses objectifs et que du coup à ce moment-là il s'est dit putain vas-y il faut peut-être que je fasse quelque chose. Et après il y a la confrontation avec Vergo. C'était plus un échange qu'un vrai combat parce que au final Vergo dès qu'il a senti que l'eau était dans la salle du SAD, bah on est vite passé à autre chose quoi. Il s'est vite barré donc il y a eu quelques échanges. Le peu d'échanges qu'on a eu, franchement Sanji il était pas à l'aise non plus. Hein. Il y a eu une petite fracture du tibia et du genou, voilà. Quoi, je pense que si on avait eu Black Vergo, ça aurait été compliqué pour lui. Hein. On a retrouvé un bon Sanji. Je dis pas que c'est le prime Sanji, mais on a retrouvé un Sanji qu'on avait un peu plus mis en retrait sur les anciens arcs, les gars. Qu'en vrai, Sanji, moi je vais le mettre, ouais, je vais le mettre là. Mon petit Zoro, même contre le dragon, à aucun moment dans l'arc, il a été en difficulté. Pour l'instant, Zoro, moi j'attends son combat où il sera à son prime, mais il était trop à l'aise. On sent que les 2 ans avec Mihawk, c'est n'importe quoi. Ça commence d'entrer avec la confrontation face au dragon de Vegapunk. En vrai, c'était un beau combat, hein. Il s'est fait plaisir avec ses techniques à 3 sabres, à 1 sabre, à 10 000 sabres, à tout ce que tu veux, tu vois. En fait, avec lui, il n'y a pas de cadeau. Genre, c'est bon. Le gars, il fait son boulot, quoi. Le dragon, on va pas faire copain-copain avec lui, on va le décapiter. Ça va aller plus vite. Il suit vraiment Luffy parce que bah, c'est le capitaine et tout. Mais on va dire que l'implication personnelle qu'il a eu dans cet arc, avec Tashigi, avec Kinemon, mais sinon, en vrai, il a pas été très impliqué personnellement là-dedans, tu vois. Il a fait son boulot, quoi. Ça, il a fait son boulot d'épéiste. Là, on parle, les gars. Il était popcorn, il regarde la petite Tashigi qui se bat avec Monet, parce que bien évidemment ça lui rappelle sa petite pote qui est tombée dans les escaliers, se sent redevable, il va s'investir, un tout petit peu. Il va mettre un coup de pression, technique à 1 sabre les gars, sur la petite Monet. Autant vous dire que ce mec, je veux juste le voir se battre. Il lui a mis un coup d'épée, mais sans haki, voilà. C'est-à-dire que elle s'est tellement chiée dessus la petite Monet, il a même pas mis d'haki, il a même pas mis de fuite dedans en fait. Il l'a découpé en 2, et juste pour qu'elle ait une image rémanente de la mort en fait. C'est un coup de pression de zinzin les gars, elle était tétanisée frère. Alors que Tashigi, elle galérait. Voilà, c'est là où il lui manque de respect, c'était n'importe quoi. T'es ma petite quoi. Il essaie de faire passer un peu des petites connaissances, un peu de savoir à Tashigi pour que... En fait, il lui veut pas de mal, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il intervient aussi, c'est pour la protéger un peu. Il essaie de faire une sorte de petite passation, d'essayer de faire en sorte qu'elle s'en sorte un peu mieux, tu vois. Certes, il est aucun tact, mais globalement, bon, il fait bien son boulot. Bon, après pour la suite de l'arc, les gars, bah, Zoro, on le voit plus trop. Il y a une scène qui est intéressante quand Luffy perd contre César. Il dit de se reprendre en main, d'arrêter ses conneries. Enfin, il est responsable, c'est le capitaine de l'équipage. Il y a un moment, faut qu'il porte ses gomu couilles, qu'il aille de l'avant. C'est souvent Zoro qui lui fait des petites piqûres de rappel par rapport à son rôle. Il fait très bien son rôle de second, les mecs. Hein. Ça reste toujours à l'heure actuelle mon personnage préféré. C'est comme, pour moi, c'est comme Sanji. Hein. On va faire Smoker. Moi, je suis un pro Smoker, hein, de toute façon. J'aime trop Smoker, mec. C'est un bon marine, les gars. De l'ambition, des bonnes valeurs. Pour moi, c'est la vraie représentation de la justice et de la marine, tu vois. Mais tu es nul. Bon, en fait, le truc, c'est que le personnage, il tombe que sur des gros morceaux à chaque fois aussi, frère. Après, c'est un personnage qui ne lâche rien. Dans ses défaites, il continue de s'accrocher et continue à mettre en avant sa vision de la justice. La marine, attention, est-ce que c'est pas plus profond? Est-ce qu'il n'y a pas des taupes? Est-ce qu'il n'y a pas des bons marines, des mauvais marines? Tu vois, genre, à chaque fois, il tombe de haut. Vraiment, la trahison de Vergo pour eux deux, là, c'était terrible, les gars. Il a porté ses coups jusqu'à la fin, les gars, mais moi, je trouve que c'est un des top persos de Punk Hazard. Genre, le seul bémol, c'est qu'il perd tout le temps et je pense que les gens vont dire, ouais, Flopito, parce qu'il arrête pas de se prendre des trucs dans la gueule. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, ce personnage-là, il aura son moment, frère. À la fin de l'arc, il admet carrément que ma vision des choses a changé. Il y a des bons pirates, des mauvais pirates. Il y a des bons marines, des mauvais marines. Faut que j'arrive à me positionner, quoi, tu vois. Donc voilà, combat avec l'eau pour protéger Tashigi. Bien évidemment, il se fait matricer, il se fait défoncer. Son cœur finit comme monnaie d'échange. Et là, j'avais oublié. Non, mais voilà, alors Smoker qui se réincarne. Après, il a l'habitude d'être torse nu, donc c'est normal, il faut que ça soit RP, les gars. Et là, alors, juste derrière, donc on avance, bien évidemment, avec le J5. Il prend ses couilles dès qu'ils arrivent dans le labo de César. Il va sauver l'eau, les mecs. Ça, pareil, on le dit pas assez, mais les gars, l'eau serait mort si Smoker n'était pas arrivé. Alors, c'est le mec qui a juré toute sa vie de ne jamais collaborer avec des pirates qui a sauvé un corsaire. Il lui a fait gagner du temps et il lui a permis de prendre le cœur, tu vois. Donc, après, d'un point de vue combat, d'un point de vue puissance, il a énormément progressé, utilisé le fluide. En plus, il a sa petite matraque en granit marin, tu vois. Quelque part, de toute façon, il devait d'être redevable vis-à-vis de l'eau, comme ça, les deux auraient pu être quittes, tu vois. Petit combat, petit échange avec Vergo. Franchement, Smoker, les gars, il m'a fait kiffer sur cet arc, frère. Alors après, il jette dans la gueule du loup. Il se fait péter la gueule pour permettre à l'eau d'avoir une opportunité. Et dans sa malchance, parce que bien évidemment, ce personnage a un karma de merde, et je pense que c'est
c'était quelqu'un qui devait harceler Oda au collège, j'en sais rien. Mais ce personnage n'a pas le droit au bonheur. Bon, déjà Vergo, c'était pas suffisant. Du coup, on va lui foutre Doflamingo dans la gueule. Et là, je me suis dit, bon, c'est fini pour le personnage. Il a dégusté, les gars. Et là, voilà, franchement, cette planche, les gars, elle est exceptionnelle. Franchement, si je devais donner un nom à cette planche, ce serait la chaîne alimentaire. Malheureusement, je suis trop faible. Et moi, je suis plus fort. Mais moi, je suis plus fort. Et je pense que c'est un mal pour un bien, les gars, et qu'à l'avenir, Smoker aura son kilo de lumière. Il faut qu'il ait son petit moment. Il faut qu'il ait un moment de victoire, un moment où il a un impact physique sur les choses, en fait. Et pour l'instant, il ne l'a pas eu. Et je pense que les gens ne seront pas d'accord avec moi. Et pour moi, Smoker, je le mets en légende. Voilà. On va faire Aokiji. On va l'appeler le craquette de Stalingrad, les gars, parce que pourquoi c'est devenu un clochard en fait? Après son combat contre Akainu, le mec c'est bon, il mange de la terre, il se lave plus. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait au perso quoi? C'est devenu un vagabond en fait. Un vagabond qui agit dans l'ombre par contre. Hein. Les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, ils ont détruit une île. À deux. Ces mecs sont vraiment le résultat du dérèglement climatique de Punk Hazard. C'est terrifiant. Il a vraiment spawn dernier épisode. Hein. Non, avant dernier épisode, à la fin de l'épisode et dernier épisode. C'est tout. Ça apparaît derrière pour sortir son ami de la mélasse et ça dit des facts sur les plans de la marine. En fait, il suit de près ou de loin ce qui se passe, tu vois. Et je pense que dans l'ombre, il essaie toujours d'influencer les jugements et les ordres et les déplacements de la marine, tu vois. Parce que bon, vu qu'il est plus dedans, voilà quoi. Je veux voir comment ça va se passer pour la suite. Ce mec peut vraiment débarquer à n'importe quel moment. Donc en vrai, AO, si on prend la globalité de l'arc, il a rien fait. Par contre, le personnage est super hypant. Faudrait qu'il ait limite sa propre casse, quoi. Donc on va créer une casse potentielle. Voilà. Alors, César, petit fruit de type Logia, bien gaz. En fait, au début, je me suis dit que l'antagoniste, il était vraiment comme ça. Ça aurait été bizarre, tu vois. Genre, il avait une forme un peu démoniaque. Je me suis dit, putain, il faut se battre contre un spec, c'est bizarre, tu vois. Globalement, César, je pense que c'est soit tu kiffes le perso, soit tu le détestes. Parce que son tempérament, genre son truc comme ça, c'est un personnage, je pense, qui ne peut pas plaire à tout le monde parce que c'est trop un vicelard, c'est un mytho de zinzin. Même Usopp, carrément, il prend des notes, il va te manipuler, il va te faire espérer et dans le dos, il va pas hésiter à te tabasser. C'est un bon méchant. Après, je vous avoue que c'est pas mon méchant préféré. Pour l'instant, moi, bon, ça reste quand même Crocodile. Ça fait des petites expériences à droite à gauche. De toute façon, le mec, c'est la folie, c'est vraiment le mad scientist en fait. C'est le gars qui en a strictement rien à foutre. Il peut y avoir des victimes collatérales, tous les coups sont bons pour réaliser ses meilleures expériences, ces gars. Mais pour moi, ce mec, ce n'est juste une pâle copie de Vegapunk. Genre, c'est juste l'ombre de Vegapunk. Elles sont pas parfaites, ces inventions. À Morte-Terre, bah, il y avait une faille. Bah, les mecs, ils mourraient pas, tu vois. Ils la vendaient comme l'arme de destruction massive, comme la super arme qui allait peut-être changer le nouveau monde. Mais au final, bah, juste ça a pétrifié les gens et il y avait quand même quelques failles, tu vois. Genre, c'est vraiment un outil pour l'engrenage et tout le business de Doflamingo avec les smiles et fruits artificiels. Je pense que vu que César, c'est un mec très intelligent et tout, mais il y a quand même quelques failles dans ses créations. Ça se trouve dans les fruits artificiels qu'il a créés, bah il y a des failles, tu vois. Là vraiment cette scène là les gars, c'est chambre à gaz, hein, vraiment. Tu sens vraiment, il y a un petit côté Orochimaru, tu vois, il y a un petit côté vicieux avec ce personnage. Alors après il y a toute la partie où il va se battre. En vrai je trouve que son fruit est très intéressant, fruit du gaz et carrément pareil le fait qu'il arrive à annihiler l'oxygène autour de lui. D'ailleurs ça c'est l'une des premières feintes avec César, c'est que au début tu te dis que Luffy littéralement en fait physiquement il prend l'ascendant, sauf qu'au final bah, il s'est fait surprendre par cette mécanique, tu vois. Ça l'a littéralement étouffé, il est tombé dans les pommes. Là il s'est pris la giga patate. En vrai là j'étais content quand même, tu vois. Par contre sa forme Susanoo les gars, elle est dégueulasse. Il est tellement impulsif le petit César les gars, qu'il va même pas se poser de questions en fait. Bah il va mettre un petit coup d'épée, un petit coup de dague dans la petite monnaie, il va massacrer son allié quoi. Mais en vrai c'était cool. Franchement il a fait le taf. Je le mets premier des A, genre A+. Doflamingo. Pour moi, Punk Hazard, c'est vraiment l'introduction du mindset de Doflamingo et de tout son business, genre. Sans rentrer en profondeur. Ça nous pose vraiment les bases autour du personnage parce qu'en vrai, globalement, le perso, on l'avait déjà vu bien avant et tout. On savait pas trop dans quoi il était. Et au fur et à mesure, on a commencé à apprendre à le connaître, on voit que le mec, il dirige un business, mais tellement démentiel, les gars. Ce mec, c'est le Dark One Piece. Trafic d'esclaves, trafic de fruits du démon, armes de destruction massive. Enfin voilà, genre le gars, c'est un baron. Les mecs, il est en accord avec tout le monde, il touche à tout en fait, il est partout en même temps. Il y a de la manipulation, plein de choses en fait qui se mettent en place sur Punk Hazard autour de ce personnage là. Pour moi il y a vraiment un délire, on reprend un peu les délires de baron de la drogue italien, même au niveau de la villa et tout, ça se pose tranquillement. C'est avec ces
ces petits bandits, ces petits lascars. En fait, le personnage est trop intriguant parce que, genre, déjà, ça utilise du Haki des Rois en légende, donc ça veut dire que voilà, genre, on est sur quelqu'un qui a un potentiel destin, tu vois ce que je veux dire? Son fou est hyper intéressant. Son rêve d'être roi des pirates, les gars. Moi, je m'attendais pas, tu vois. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir son flashback au complet, d'avoir toutes les informations sur ce personnage parce que il a trop de choses à raconter, les gars. Et pour moi, c'est la mise en place d'un putain d'antagoniste dans le futur, tu vois. Et le fait que le mec il se déplace, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris le Concorde de Wish, l'aviateur de merde qui se balade avec Baby Five, alors que ce mec, c'est littéralement une fusée. Le mec met des fils dans les nuages, les gars. Le mec essaie trop de cacher ses émotions, c'est-à-dire que la plupart des émotions négatives, bah souvent ça va se représenter par une veine, genre. Émotionnellement, ça va être neutre. Il débarque à Punk Hazard comme un maître, ça utilise le HDR en légende, voilà. Ça endort tout le monde. Voilà, les petits gars du J5, malheureusement, bah ça a pas fait long feu. Ça attaque Smoker, ça essaie de se débarrasser des petits parasites, hein, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. On va pas faire le fou face à Aokiji, les gars, c'est un peu compliqué. Direct, dès qu'Aokiji est arrivé, il s'est retourné, il l'a vu, il a fait bon, vas-y, ça vaut pas le coup en fait. Dans la flemme. Et il se rebarre les mains dans les poches comme si de rien n'était. Pour moi, ouais, il a vraiment potentiel d'être un antagoniste de fou, hein, vraiment. Hein. Alors, mon petit Luffy, fidèle à lui-même, les gars, un petit con, voilà. Petite rencontre à droite à gauche, la rencontre avec Kinemon à base de Gomu Gomu couille et de coups de boule bien dodus. Ensuite, il y a la rencontre avec Law, et là que tu te dis, oh putain, ça va parler français. Au final, bon, je pense que Law est vraiment dégoûté d'avoir signé un accord avec lui parce que je pense qu'il pense. En fait, Law est tellement sérieux, il est tellement calculateur. Je vois pas comment ces deux peuvent faire un featuring alors que lui, il en a rien à foutre, frère. Il sait même pas ce qu'il fait là. Là, c'est le moment où il dit, les autres ont tous changé de corps. Et il dit, non, mais si vous voulez, vous pouvez rester comme ça me pose pas de problème. Genre, le mec est trop décalé. Genre, Law pourrait tellement le manipuler, il pourrait tellement lui mettre à l'envers, il pourrait tellement le trahir, tu vois. Le gars, il va juste le regarder, il va se dire, oh bah non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon, vas-y, pas de soucis, frère. Genre, même quand il lui dit, ouais, je veux fumer un des 4 empereurs, moi, j'ai tellement cru qu'il parlait de Shanks. C'est ça, Luffy lui dit oui, de toute façon, je crois que la phrase d'après, il dit ouais, mais de toute façon, moi je suis là pour tous les fumer. Donc voilà, je me demande si à un moment ça va pas le perdre quand même, quoi. L'écart d'IQ entre les deux, il est quand même assez colossal. Après, il est plus à l'instinct, il fonctionne à l'instinct, Luffy, et généralement son instinct il se trompe jamais. Hein. De toute façon, c'est une source de bonheur, ce mec. C'est trop un rayon de soleil, les gars. Non, mec, que des entrées en scène, que des sourires, que des trucs comme ça. Il y a juste la scène où il se fait fumer par César, où après il a commencé à devenir sérieux. Mais sinon, la moitié de l'arc, les gars, il a fait que rigoler. Il était trop à l'aise, frère, vraiment. Hein. Les 2 ans d'entraînement avec Silver, ça lui a fait bétonner bien comme il faut. Et en vrai, pour moi, je pense qu'il était même pas sérieux, genre. Voilà. Et là, il y a le petit plot twist avec le fait que, bah, au final, il peut annihiler aussi l'oxygène, le petit César. Du coup, bah, on a été un peu surpris. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi, je pensais que c'était le poison qui était en train de refaire surface et qu'il avait pris une trop grosse dose, tu vois. Mais non, mais c'était plus l'oxygène qui n'était pas présent. Cette image, elle est importante, les gars, parce que pareil, on a fait une alliance avec l'eau, mais il y a quand même un featuring avec un ennemi, quoi. Avec Smoker, donc petite symbolique, alors que c'était un peu le jeu du chat et de la souris entre les deux. Deuxième confrontation avec César, mais malheureusement cette confrontation a été niquée par la lanceuse de faucon d'avoine là. Voilà la petite monnaie qui est venue et il tombe en bas, il rencontre Momonosuke et là il se rend vraiment compte, là c'est vraiment à ce moment là qu'il se rend vraiment compte de l'impact et du danger qui est César vis-à-vis des enfants, de tout le côté sombre qu'il y a aussi derrière avec Doflamingo et tout, enfin bref. Et le combat final, Gear Third, into renforcement, tout ce que tu veux, et la grosse patate de Bamako qui fait mal dans les cojones de notre petit chicha agrume. C'est ça qui est fou avec ce genre de personnage, c'est que pendant 80% de son temps, il passe son temps à faire des blagues, à avoir un grand smile, mais dès qu'il est sérieux, on ferme tous notre gueule, frère. En vrai de vrai, je vais le mettre en légende, parce que Luffy, quoi. Maintenant, le meilleur pour la fin, et là, je le dis haut et fort, mais ce personnage-là, hein, déjà les épéistes, je les adore de fou, hein, mais Law, frère, c'était mon supernova préféré. Un délire à la Shikamaru, un personnage réfléchi, un personnage qui calcule minutieusement tous ses faits et gestes. Law, les gars, sur Punk Hazard, pour moi, c'est une introduction, tu vois, pareil, c'est comme Doflamingo, parce que dans Dressrosa, on est dans la continuité, tu vois, mais Law, sur Punk Hazard, c'est le meilleur perso. C'est le numéro 1. Mais même en termes de flow, les mecs, hein, un petit brin ténébreux, son pouvoir avec ses rooms, ses tagaboom, ses tam tam boom, tout ce que tu veux. Enfin, le mec, il a un panel de sorts exceptionnel, et c'est un épéiste hors pair. Déjà, par rapport à sa position, c'est un corsaire qui se ramène littéralement avec des cœurs
cœurs comme si c'était des cartes Pokémon. Donc voilà, déjà par rapport à ça, c'est étonnant de le voir dans une position de corsaire. Deuxièmement, t'es mal à la taille du room, frère. Il a défoncé le J5 trop à l'aise. Il s'est amusé à interchanger les personnalités, de changer les corps et tout à droite à gauche. Il a pris des cœurs pour mettre la pression et changer les stratégies qu'il était en train de mettre en place vis-à-vis de César. Enfin, c'est trop un tacticien en fait. Non mais même celle-là, les mecs. Hein. Le combat Low Smoker, c'est n'importe quoi, mec. Hein. C'est là qu'on a vu vraiment une démonstration de puissance de la part de Low. Enfin, ça interchange les corps. Enfin, il s'amuse avec tout le monde. Vraiment, en fait, en vrai de vrai, il y a juste un seul moment où il a été en situation de difficulté, c'est quand Vergo avait son cœur. Et c'est parce qu'il s'est auto-nerf en fait, tu vois. C'est parce qu'il fallait qu'il donne quelque chose en monnaie d'échange. Il y avait un échange de cœur entre monnaie et le sien, tu vois. Donc, mais s'il avait jamais donné son cœur, mais mec, il aurait surclassé l'arc, mais easy peasy, les mains dans les poches, tu vois. Ça, cette mécanique, les mecs, mais en fait, je trouve que ça colle tellement bien avec le perso parce que il utilise trop bien ses capacités, les mecs. Le fait d'interchanger des cœurs. Même toi, à la fin, le spectateur, t'es en mode, mais attends, mais il a vraiment donné le cœur de Smoker. T'es en mode, mais attends, mais quel cœur il a? Parce que tous les cœurs se ressemblent. Si c'était un minimum réaliste, parce qu'en fait, tous les cœurs, ils ont la même gueule. Mais en vrai de vrai, normalement, les cœurs ne sont pas pareils, tu vois. Je pense que Smoker, il peut, enfin, bah, en fonction de ta corpulence, tu peux avoir un cœur plus ou moins gros. Donc, mais bon, dans One Piece, les cœurs, ils se ressemblent tous, tu vois. C'est un très bon menteur. Il faisait genre que César avait le cœur de Smoker, alors qu'au final, bon, il l'avait pas du tout. Mais même nous, on n'a même pas vu le tour de passe-passe, en fait. Aussitôt, le contrat signé, bah, ça commence déjà à transpirer parce qu'il ne comprend pas pourquoi c'est le cirque, en fait. Voilà, tout doit se passer comme il l'entend, en fait. Sauf que, voilà, ils ont dit qu'il fallait aider les enfants, donc vas-y, il fait une petite fleur, une petite carte, et... Regarde, c'est quoi ça? Je pense qu'il découvre et en fait, il découvre vraiment l'ambiance de l'équipage. Il se dit, mais comment c'est possible en fait? C'est tellement décalé de son équipage à lui. Les chaînes en granit marin, comme quoi il avait mis des fausses chaînes en granit marin justement pour simuler et faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Le mec, il a prévu tout de A à Z. Donc là, on arrive avec la salle du SAD. Parce que lui, bien évidemment, il est venu. Il avait un objectif bien précis, tu vois. C'était vraiment de niquer le cartel de Doflamingo, de niquer un peu la production, quoi. Confrontation avec Vergo, qui va bien évidemment mal se passer. T'es mal à Calva. Je suis désolé, mais ses cheveux, ça se voit qu'il met pas de shampoing. C'est évident, les gars, qu'un mec avec un giga chapeau qui pue la mort, c'est évident qu'il y a des pertes, les gars. Il y a des pertes capillaires. Cette scène, vraiment, hein, Prime Low contre Vergo, Black Vergo, non, ça c'était n'importe. Il l'a tranché normal, mais c'est pas genre, il l'a tranché easy peasy. Il a tranché tout le décor. Il y a moyen que s'il soit dans mon top 3, s'il continue comme ça sur Dressrosa. De toute façon, dès qu'il y a un épéiste, moi je kiffe, les gars. Mais c'est vraiment, il a porté l'arc, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait. C'est un génie, frère. C'est un génie. Low, le chirurgien de la mort, sera bien évidemment le numéro 1. Gros pouce sur le petit les mecs, ciao.